Décortiquons un peu une image, une scène que chacun a forcément en tête. Imaginons une fête dans un appartement. Ouais, une soirée un peu bruyante. Voilà, la musique à fond, des petits groupes qui discutent de tous les côtés, ça rigole. Et là, dans un coin un peu calé, près du radiateur ou du buffet, Le fameux buffet. c'est ça, il y a une personne seule, avec son verre, le regard un peu perdu. Et instantanément, la culture populaire nous a conditionnés à ressentir une sorte de pitié pour cette personne. C'est vrai, c'est automatique. On associe presque toujours le fait de s'isoler à une sorte de punition, une torture médiévale, ou alors un échec social retentissant. Le cliché du solitaire triste, en fait. Exactement. Le cliché tenace du solitaire triste. Mais si on disait à notre auditoire aujourd'hui que cette fameuse solitude, c'est pas du tout une faiblesse, mais en réalité un super pouvoir totalement sous-estimé. Bah écoute, c'est exactement le pari de notre exploration en profondeur aujourd'hui. Je suis ravie qu'on aborde ça parce que Moi, si je suis ravi, c'est un sujet tellement riche. totalement. Et pour accomplir cette mission, on a devant nous une pile de documents qui bousculent pas mal d'idées reçues. C'est un mélange super éclectique. D'un côté, on a des éléments tirés d'une chaîne YouTube spécialisée sur le stoïcisme, qu'on a croisé avec des essais littéraires brillants sur des figures comme Camus, Rousseau, Schopenhauer et Nietzsche. Du lourd, quoi. Du très lourd. Et de l'autre côté, on a des articles de psychologie clinique avec notamment les travaux de Jules Bureau et de Laurie Le Borges, sans oublier de la recherche vraiment de pointe en neurosciences et les dernières directives sur la connexion sociale. Donc, la mission de Chouette Immersion, pour ceux qui nous écoutent, elle est claire. C'est de pulvériser ce mythe du solitaire triste dont on parlait, et d'en extraire de vraies stratégies concrètes de développement personnel. C'est ça, oui. L'idée, c'est vraiment de montrer comment la maîtrise de ces moments passés juste en tête-à-tête avec soi-même permet de recharger ses batteries, de faire exploser sa créativité, et c'est là que ça devient vraiment paradoxal, d'améliorer grandement ses relations avec les autres. Mais pour comprendre ça, ça implique de changer complètement de paradigme en fait. Il ne s'agit plus de voir la solitude comme un trou noir où l'on tombe par accident, Oui. mais plutôt comme un espace architectural que l'on choisit de construire. Et justement, pour comprendre ce qui se passe quand on choisit de bâtir cet espace, plongeons directement dans la boîte crânienne. Allons-y. Parce que c'est littéralement par là que ça commence, grâce aux neurosciences. J'ai vu dans nos sources une étude britannique qui porte sur pas moins de 40 000 volontaires. 40 000, c'est énorme. C'est un échantillon massif, oui. Et ça révèle que la solitude modifie physiquement la structure du cerveau. Je veux dire, pas de façon métaphorique, physiquement. Absolument. Les chercheurs ont observé de très près un truc qu'on appelle le réseau cérébral par défaut. Pour vulgariser un peu pour notre auditoire, c'est le circuit qui s'illumine dans le cerveau quand l'esprit vagabonde. Quand on est dans la lune, quoi. Exactement, quand on est perdu dans ses propres pensées, qu'on rêve éveillé ou qu'on repense à des trucs du passé. Et l'étude montre que chez les individus qui passent davantage de temps seuls, ce réseau présente des connexions neuronales nettement plus denses D'accord. et un volume de matière grise qui est supérieur. Il y a aussi une petite structure, alors ça s'appelle le fornix. Le fornix, ok. C'est un faisceau de fibres nerveuses qui relie l'hippocampe à ce fameux réseau par défaut. Eh bien, il se trouve qu'il est beaucoup mieux préservé chez ces personnes. Attends. Concrètement, si mon cerveau fabrique plus de matière grise juste parce que je regarde le plafond de mon salon, qu'est-ce qui fait de ce nouveau muscle? C'est comme s'il faisait des pompes en cachette pendant que je ne parle à personne. C'est une super bonne image. L'explication évolutive derrière ça est fascinante. En fait, en l'absence d'interaction sociale, le cerveau manque de stimuli externes. Logique. Il n'a plus à analyser les expressions faciales des autres, il n'a pas à formuler des réponses immédiates à des questions, donc il est poussé à intérioriser. Ah, la machine tourne vers l'intérieur. Et le cerveau génère son propre monde interne avec beaucoup plus de vigueur. C'est dingue de se dire que le silence à l'extérieur crée une architecture intérieure beaucoup plus riche. Mais, et là je mets un gros panneau attention, il y a une énorme différence entre décider de s'isoler pour laisser son esprit vagabonder et se retrouver complètement isolé contre son gré. Ah oui, la nuance est fondamentale. C'est là que les travaux du psychologue Jules Bureau, qu'on a dans nos dossiers, interviennent. Il insiste vraiment lourdement sur cette frontière. L'isolement, c'est subi. C'est ça. C'est un manque, une source de détresse épouvantable, mais il oppose ça à une expression que je trouve magnifique, il parle de la solitude glorieuse. Et ce terme glorieux, il n'est vraiment pas choisi au hasard. Jules Bureau pose un principe très existentiel. Il nous rappelle que l'être humain naît seul et meurt seul.
C'est joyeux. Un peu rude, mais c'est une donnée de base de notre condition. Et en fait, tenter de fuir cette vérité en cherchant constamment à se dissoudre dans un groupe ou à courir après l'approbation collective, Ce qu'on fait tout le temps, voilà, eh ben c'est finalement rétrécir sa propre subjectivité. Apprendre à habiter cette solitude glorieuse, c'est tout l'inverse. C'est élargir le territoire de sa propre conscience. c'est un défi quotidien dans notre monde moderne. Enfin, chacun connaît cette panique minuscule quand on se retrouve seul à la table d'un café. Tu sais, la personne avec qui on est va aux toilettes et là, On dégaine le téléphone. mais immédiatement, on scrolle frénétiquement n'importe quel réseau social, juste pour fuir cette espèce de terreur d'être seul avec ses pensées pendant, 45 secondes? C'est vraiment le réflexe d'évitement par excellence aujourd'hui. Mais, et c'est là qu'une autre de nos sources, l'hypnothérapeute Laurie Le Borges, apporte une nuance cruciale. L'objectif de tout ça, c'est pas de glorifier une retraite d'ermite permanente au fond d'une grotte. Oui, on ne va pas tous vivre dans les bois. Non, elle avertit très clairement des dangers d'un retrait qui serait prolongé et mal géré. Parce qu'à l'excès, la solitude devient corrosive. C'est-à-dire, Dépression, chute brutale de l'estime de soi, des troubles sévères du sommeil, la solitude dans l'optique du développement personnel doit rester un outil de croissance, un sas de décompression. Mais si on s'y enferme à double tour, ça devient une prison. donc, tout est une question de dosage. Exactement. Ce qui nous amène hyper naturellement à la boîte à outils des stoïciens et de nos grands philosophes. Parce que s'il y a bien des penseurs qui avaient compris cette idée de sas de décompression, ce sont eux. Dans nos sources, on a cette vidéo sur le stoïcisme qui utilise une métaphore ultra moderne que je trouve juste parfaite. Elle dit que l'être humain fonctionne exactement comme la batterie d'un téléphone portable. Cette analogie est super parlante, ouais. En fait, l'interaction sociale, même la plus agréable, même celle qu'on a avec nos meilleurs amis ou notre famille, Surtout avec la famille parfois. c'est vrai. Mais ça consomme de l'énergie, il faut interpréter les signaux non-verbaux de l'autre, ajuster son propre ton de voix, répondre aux attentes sociales. Tout ça, en tâche de fond, ça draine doucement la batterie. Et du coup, la solitude, c'est le moment précis où l'on se branche sur le secteur. C'est ça. C'est un processus de reset mental. Sans ce branchement régulier, c'est juste impossible de revenir à 100% de ses capacités pour affronter la vie en société. Et cette énergie rechargée, elle sert avant tout à retrouver le contrôle de sa propre vie. Je repense à cette autre métaphore dans nos notes, celle du conducteur de train. Elle illustre vachement bien le lien avec la prise de décision. Oui, alors imaginons une gare complètement bondée aux heures de pointe. L'enfer. Des voyageurs qui crient, les haut-parleurs qui crachent des annonces qu'on comprend à moitié, tout le monde qui court dans tous les sens. Tenter de prendre une décision importante pour sa propre vie au milieu de tout ce bruit social, c'est comme essayer de conduire la locomotive en restant sur le quai au milieu de la foule. Ça marche pas très bien. Ça marche pas du tout. La solitude choisie, c'est l'acte de s'enfermer dans la cabine de pilotage, de fermer la porte et de n'entendre plus que le glissement des rails. C'est une belle image. Et ce n'est pas qu'une métaphore poétique, hein. Les recherches du psychologue américain John Koppel indiquent un truc impressionnant. Plus de 70% des personnes qui intègrent une solitude consciente dans leur routine rapportent une clarté fulgurante dans leur prise de décision. 70%, c'est quand même massif. C'est l'essence même de l'autonomie, en fait. Prenons une situation de la vraie vie, une expérience universelle qu'on a tous partagée, le montage d'un meuble IKEA. Ah oui, le test ultime. On l'a tous vécu. Si on essaye de monter cette fameuse étagère à 3 ou 4 personnes, c'est le chaos absolu. Quelqu'un lit le plan à l'envers, un autre veut forcer une vis au mauvais endroit, ça se crie dessus. Et à la fin, le meuble est monté à l'envers. Voilà, on finit avec un meuble façon Picasso. Alors que seul, on prend le temps d'observer les pièces, on réfléchit, on respire, et bizarrement, le meuble finit par tenir droit. La solitude nous force à devenir notre propre point d'appui. Et ce que tu décris là, avec ce meuble, c'est ni plus ni moins la construction de l'estime de soi. Le fait de ne plus dépendre de la validation externe pour chaque petite étape de l'assemblage de sa propre vie, ça évite de développer des attachements émotionnels toxiques. On s'affranchit un peu du besoin maladif d'être rassuré par les autres. Complètement. Et ça, les philosophes l'ont cerné bien avant les manuels modernes de développement personnel. Par exemple, Schopenhauer l'a formulé très durement. Il affirmait que la paix véritable du cœur et la tranquillité de l'esprit ne se trouvent que dans le retrait solitaire. Bon, Schopenhauer était peut-être un poil radical dans son rejet du monde, mais Nietzsche, lui, propose une vision qui est beaucoup plus dynamique.
Dans nos notes sur la philosophie nietzschéenne, la solitude, c'est pas du tout une fuite lâche ou un abandon de la société. Bien au contraire. La solitude, chez Nietzsche, s'apparente vraiment à un entraînement rigoureux. Si l'on pense à la figure de Zarathustra, qui quitte les hommes pour aller vivre sur sa montagne, il ne s'agit pas d'un exil définitif. Il fuit pas pour toujours. Non, il s'isole pour se confronter à lui-même, pour forger ses propres valeurs, et surtout pour préparer un retour. Il redescend de la montagne transformé. Et c'est ce que Nietzsche relie à sa fameuse volonté de puissance. Alors, là, faisons une pause là-dessus, parce que l'expression volonté de puissance est très souvent mal comprise. Dans le contexte du développement personnel ou de quelqu'un qui bosse dans un bureau de nos jours, ça veut pas dire devenir un tyran qui écrase tous ses collègues après avoir médité seul dans son coin. Non, c'est une excellente clarification. La volonté de puissance ici, c'est vraiment le déploiement de son propre potentiel. C'est le fait de refuser d'être dilué par la pensée de groupe. Par les potins, à la machine à café. Voilà, par les potins du bureau ou par l'hystérie collective sur les réseaux, la solitude permet de cultiver une force intérieure telle que, une fois de retour dans le groupe, on n'est plus une simple girouette émotionnelle, on devient un individu dense, ancré. Et ce processus de renforcement intérieur, ça nous mène tout droit à notre troisième grand thème de cette analyse, le processus créatif. Nos sources évoquent une autre métaphore particulièrement évocatrice, celle du jardinier. J'aime beaucoup celle-là. Ouais, elle est super. Quand on est constamment entouré, notre esprit ressemble à un parc public ouvert jour et nuit. Les visiteurs entrent, ils piétinent les pelouses, font du bruit, laissent traîner leurs propres angoisses. Et la solitude, c'est l'acte de fermer les grilles du parc. C'est le seul moyen d'avoir la tranquillité nécessaire pour arracher les mauvaises herbes de notre esprit et d'arroser les graines de nos propres projets. Et les données chiffrées valident totalement l'efficacité de ce petit jardinage mental. Une étude de la psychologue Julie Bauer démontre que 74% des individus qui aménagent des plages de solitude rapportent une nette augmentation de leur créativité. C'est fou. Et il y a aussi l'Université de Californie qui a mené une recherche indiquant que s'octroyer à peine 30 minutes de solitude ininterrompue par jour, ça suffit pour faire bondir la productivité de 30%. 30 minutes pour 30% de gain. C'est le meilleur investissement du monde. Mais bon, là encore, ceux qui nous écoutent et qui sont ancrés dans le réel pourraient légitimement dire « C'est bien beau l'Université de Californie, mais comment on trouve 30 minutes de silence pur dans un open space bruyant ou avec 3 enfants en bas âge à la maison ?» C'est le défi de la vie moderne. C'est clair. Et pourtant, on sait que des figures historiques ont bâti des chefs-d'œuvre absolus sur ce besoin. Léonard de Vinci s'enfermait de longues heures seul. Virginia Woolf a même écrit un essai entier sur la nécessité absolue d'avoir une chambre à soi pour libérer la création. Mais il y a un bémol, ou plutôt une nuance très très fine apportée par les travaux de Bottella et Lubart sur des étudiants en arts plastiques. Et c'est là que l'analyse devient vraiment subtile et hyper intéressante. Dis-nous tout. Ils ont étudié la flexibilité cognitive, c'est-à-dire cette souplesse mentale qui permet de regarder un problème sous un angle totalement inédit. Pour tester ça, ils ont plongé des étudiants dans des environnements virtuels inattendus, genre des pièces où les lois de la gravité étaient inversées. Ah ouais, carrément. Et le résultat? Est-ce que cette solitude un peu forcée a transformé tout le monde en petit génie? Ben justement non, et c'est là que c'est fort. Les résultats illustrent une véritable pédagogie différenciée. Chez certains étudiants, l'immersion en solitaire a provoqué un bond créatif phénoménal. Le jardinage mental a fonctionné? Voilà. Mais chez d'autres, c'était la panne sèche totale. Ces étudiants-là avaient un besoin viscéral d'échanger, d'entendre les réactions du groupe social pour faire rebondir leurs idées. Ce que la recherche nous dit, c'est que le développement personnel n'obéit pas à un mode d'emploi universel. Il est impératif de se connaître soi-même pour déterminer si sa propre créativité a besoin du silence de l'atelier ou de l'effervescence du café. C'est hyper rassurant de savoir qu'on a le droit d'avoir besoin des autres quand même. Mais pour ceux qui trouvent l'inspiration loin du monde, il y a la fameuse méthode historique de Jean-Jacques Rousseau. Ah, Rousseau! Et oui, quand il sentait que la vie sociale parisienne devenait trop superficielle, trop toxique pour sa propre authenticité, il ne s'enfermait pas dans une chambre avec la clé sous la porte. Il partait marcher. Oui. Il faisait de longues promenades dans la nature, de la botanique. Ce qu'il appelait ses herborisations. C'est vraiment un point central de la pensée de Rousseau. La nature offre une présence qui est non jugeante. Marcher seul, en étudiant les plantes, c'était pour lui une forme de méditation active. Le rythme de la marche, quoi. C'est ça désencombre l'esprit des artifices sociaux. C'est un retrait physique qui permet en fait un rapprochement intellectuel avec soi-même.
Ce qui nous propulse d'ailleurs vers le point culminant de cette exploration, le paradoxe absolu de tout ce dossier. Le fameux paradoxe. Parce que jusqu'ici, on a vu que s'isoler rendait plus intelligent, plus créatif, plus autonome. Très bien. Mais comment diable le fait de fuir les gens peut-il améliorer nos relations avec eux? Attends, 2 secondes. C'est complètement contre-intuitif. Si je suis seul chez moi en train de regarder pousser mon ficus, je n'apprends absolument rien sur mon partenaire de vie ou sur mon voisin de palier. C'est vrai que vu comme ça. Mais c'est pourtant la conclusion de la psychologie de l'empathie. Les données de l'une de nos sources sont sans appel là-dessus. 80% des personnes pratiquant une forme d'introspection solitaire régulière rapportent une meilleure compréhension des sentiments d'autrui. 80%? Mais comment ça marche mécaniquement? La mécanique, elle est assez logique au fond. La solitude t'oblige à te confronter à tes propres zones d'ombre, tes peurs irrationnelles, tes vulnérabilités. Et une fois qu'on a décodé la complexité de son propre monde intérieur, on devient infiniment plus indulgent face à l'étrangeté de l'autre. Ah, on arrête de projeter ses propres névroses non résolues sur les gens autour de nous, c'est ça l'idée? Exactement. En comprenant ses propres failles dans le silence, on devient beaucoup moins exigeant ou moins agressif quand on découvre les failles des autres. Et d'ailleurs, cette idée d'étrangeté fondamentale de l'autre, la littérature s'en est emparée de manière magistrale avec Albert Camus. Oui, quand on lit Camus, l'atmosphère est souvent lourde. Ces personnages semblent perdus. Il y a toujours ce spectre de l'absurdité de l'existence qui plane. Chez Camus, la souffrance première est très souvent un échec de la communication. Si on prend une pièce comme Le Malentendu, tout le drame repose sur le fait que les êtres humains n'arrivent pas à se reconnaître ni à s'entendre. Ce sont des dialogues de sourds constants. C'est tragique. Mais l'analyse des essais littéraires de nos dossiers montre que la résolution camusienne de cette angoisse ne passe pas par une fusion béate où tout le monde se comprendrait par magie. Ça serait trop facile. Elle passe par la solidarité. Mais une solidarité très particulière, n'est-ce pas? C'est une solidarité de solitaires. Chez Camus, l'art et la révolte partagée permettent de se rassembler sans nier la solitude inhérente à chaque personne. En fait, on reconnaît la souffrance de l'autre parce qu'elle fait écho à la nôtre, mais on n'essaye pas d'effacer les frontières entre les individus. On ne s'efface pas dans l'autre, on marche à ses côtés. C'est vraiment une distinction sublime. Et le plus fascinant pour moi, c'est que cette philosophie littéraire, elle rejoint à la virgule près la psychologie clinique moderne de Jules Bureau dont on parlait au début. La boucle est bouclée? Bureau explique que le fantasme ultime de la relation amoureuse ou amicale dans notre société, c'est la fusion passionnelle. Le fameux « tu me complètes ». C'est ça, le mythe où l'on perd sa subjectivité pour ne faire plus qu'un. Toi et moi contre le reste du monde. Or, Bureau prévient que c'est très souvent la recette du désastre relationnel. Pour lui, le sommet du développement interpersonnel, ce n'est pas la disparition de soi dans l'autre. C'est au contraire la capacité d'être authentiquement seul, de conserver sa pleine intériorité, tout en étant en présence de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir lire un livre dans le même canapé que son partenaire sans ressentir ce besoin constant d'interaction ou de validation pour avoir l'impression d'exister. Exactement, c'est une protection inestimable contre la dépendance affective. 2 personnes qui assument leur solitude fondamentale, qui savent que leur bonheur profond dépend d'abord d'elles-mêmes, forment un lien qui est beaucoup plus solide. Parce qu'il n'y a plus ce poids étouffant de devoir être l'unique source de la joie de l'autre. Voilà, chacun respire. Le temps file à une de ces vitesses, il est donc temps de synthétiser un peu la richesse de toutes ces sources. Si l'on rassemble toutes les pièces du puzzle de cette session, la grande leçon, c'est que la solitude n'est pas du tout un vide effrayant qu'il faut boucher à coups de notifications et de bruit social continu. Non, c'est tout l'inverse. C'est l'atelier même de notre esprit. C'est cet espace indispensable pour arracher ces mauvaises herbes, pour sculpter physiquement la matière grise de son cerveau afin d'être plus créatif, de gagner en clarté dans ses choix. Et, par ce retournement spectaculaire dont on vient de parler, c'est la condition requise pour bâtir des relations où l'on est capable d'être face aux autres avec une vraie empathie, mais sans s'y dissoudre. Écoute, en guise de clôture pour cette exploration, et en poussant un peu la logique de ces découvertes jusqu'au bout, on peut proposer une réflexion assez provocatrice à tous ceux qui nous écoutent. Je t'en prie, je suis tout ouïe. Sachant que notre cerveau est biologiquement conçu pour développer une imagination foisonnante lorsqu'il est privé de stimuli sociaux constants, on peut vraiment s'interroger sur l'état de notre société actuelle. C'est-à-dire, Dans un monde qui est hyper connecté, frénétique, obsédé par l'idée de collaboration permanente, de partage instantané à la seconde près, le règne du Slack et du groupe WhatsApp familial, quoi. voilà.
Eh ben, l'acte de rébellion le plus innovant, le plus subversif et peut-être même le plus vital pour le développement humain de demain, ça ne nécessiterait aucune technologie complexe. Quel serait cet acte alors Ce serait simplement de réapprendre individuellement et collectivement l'art de s'asseoir en silence, seul au milieu d'une pièce vide. Ce serait peut-être là le terreau des prochaines grandes avancées de l'esprit humain. S'asseoir en silence comme acte de rébellion? C'est une idée d'une puissance redoutable pour refermer ce dossier. Voilà de quoi laisser planer le mystère et inciter chacun à méditer là-dessus. Dans un calme absolu, bien entendu. Évidemment, un immense plaisir d'avoir parcouru aujourd'hui tous ces méandres de l'esprit humain, des connexions neuronales jusqu'aux cimes de la philosophie. Prenez bien soin de vos jardins intérieurs et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'océan de la connaissance.